Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence sur un thème bien particulier, le numérique. En effet, ce thème est un élément important, puisque la crise du Covid a accéléré l'utilisation du numérique au quotidien. En Normandie, je vais rappeler quelques chiffres percutants sur l'utilisation du numérique, mais aussi surtout sur l'action de la région depuis maintenant 5 ans, 6 ans. Le déploiement du très haut débit a été encouragé par la région, avec 250 millions d'aides accordées au département pour accélérer le déploiement du très haut débit dans notre région. Aujourd'hui, un logement sur deux a la fibre optique contre 11% en 2015. 40 tiers-lieux labellisés Normandie ont été créés. La création du Data Lab, ensemble de projets menés par des universités et étudiants pour améliorer la vie des entreprises au quotidien. Aujourd'hui, nous avons aussi l'honneur d'avoir des invités de renom et très spécialisés sur le domaine du numérique. Donc, à commencer par Monsieur Laurent Martin, conseiller régional et élu dans le département de l'Orne, dirigeant chez Orientation dans l'Orne. Comment allez-vous? Bon, très bien. Tant mieux. Bienvenue à vous. Ensuite, nous avons Jonas Haddad, avocat au barreau de Rouen, ancien membre du cabinet de Luc Châtel, fondateur de Numérique 2017 et également fondateur du cabinet d'avocats du droit du numérique, #avocat. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien et vous? Eh bien, bien. Donc on sera ravis de parler de l'aspect juridique du numérique, qui est quand même très très important et à pas négliger. Et enfin, un invité très, très important aussi pour nous, Nicolas Géret, cofondateur du MOO, inauguré la semaine dernière. C'est un pôle d'excellence dédié à l'innovation. 7500 mètres carrés d'espace de travail soutenus par la région et la communauté Caen-la-Mer. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, merci. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, après cette brève présentation sur le thème et sur les invités, ma première question va vers vous, monsieur Martin. Comment lutter contre la fracture numérique? Et l'Orne est un territoire rural exposé à cette même fracture. Comment la région a fait pour lutter contre cette fracture qui est assez handicapante? Je réponds d'ici ou je réponds de là-bas? On change de place. Ok, très bien. Bien, merci Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, dès que l'on parle numérique, et Thibault l'a dit, c'est un sujet du quotidien. C'est un sujet qui est très prégnant avec la situation sanitaire que l'on connaît, avec le télétravail qui a été fortement déployé, avec les lycéens et collégiens qui ont dû faire l'école à la maison. Et c'est un sujet, le numérique, avec le grand N, est un sujet qui préoccupe absolument tout le monde, simplement parce que c'est le quotidien. Au-delà du développement économique qui passe par les nouvelles technologies, on peut parler de l'éducation dans les lycées, avec l'espace, avec l'environnement numérique de travail, ce qu'il est commun d'appeler l'ENT. On s'est rendu compte qu'il y avait là aussi une vraie fracture numérique pour nos lycéens. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais la région vient de voter que pour tous les nouveaux lycéens entrant en seconde dans les lycées normands, ils seront équipés par la région d'un ordinateur portable. Ce qui est, avec évidemment l'aval des autorités éducatives de chaque lycée, mais on s'est rendu compte que même l'accès à un ordinateur portable pour les lycéens n'était pas si simple que cela. On peut parler formation avec ce qu'il est aujourd'hui commun d'appeler les MOOC, Massive Open Online Course, ou les formations en distanciel. On peut parler aussi de développement durable avec tout ce qui est mobilité. Et encore une fois, je rappelle que les trains qui ont été achetés par la région pour rénover tout notre tissu ferré sont équipés du Wi-Fi. Mais on peut parler aussi de culture, de tourisme avec les plateformes de services, avec la billettique, les réalités virtuelles qui ont connu un vrai boost. Bien sûr, tous les services publics, puisque beaucoup sont maintenant dématérialisés, et certains sont en train encore de faire leur déclaration d'impôt, mais pour un salarié, on sait bien que 3 clics et la déclaration d'impôt, elle est faite lorsqu'il n'y a pas de revenus complémentaires au salaire. Mais on parle santé, on parle télémédecine, on parle télétravail, on parle click and collect. Enfin voilà, tous ces éléments sont facilités par le déploiement du numérique.
Et c'est pourquoi la région Normandie et Hervé Morin s'est donné comme priorité de lutter contre cette fracture numérique. Évidemment, ça passe par l'infrastructure. Et ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est l'infrastructure de l'installation fibre. La 5G, elle n'est pas encore arrivée partout, hein, et elle n'est pas encore prête tout à fait d'arriver. Et donc, pour accélérer ce déploiement des réseaux de fibre, comme l'a rappelé Thibault, la région a accordé 250 millions d'euros aux 5 départements normands, de façon à accélérer la construction de ces infrastructures. Imaginez quand même, c'est 1 224 000 prises FTTH. Ça, c'est 4 lettres dont vous allez entendre beaucoup parler, c'est-à-dire Fiber to the Home, donc au droit des propriétés de tous les Normands et toutes les Normandes. Ces 250 millions d'euros, effectivement, vont permettre de couvrir, vont être du cofinancement pour permettre de couvrir toute la Normandie à horizon 3 ans. Alors, chaque département, effectivement, a eu sa contribution régionale en fonction de sa population, ce qui veut dire que dans le Calvados, il y a eu un petit peu moins de 43 millions. Dans l'Eure, c'était un petit peu plus de 52 millions. Dans la Manche, c'était 48 millions d'euros. La Seine-Maritime a bénéficié de quasiment 55 millions d'euros. Et l'Orne, puisque tu l'as rappelé Thibault, je suis ornais, donc je vais vous en parler un petit peu plus. Dans l'Orne, c'est 37 millions et demi d'euros dont nous avons pu bénéficier de la part de la région. Alors comment ça s'est passé dans l'Orne en fait? Moi j'ai la chance d'être aussi conseiller départemental de l'Orne, donc c'est un sujet que j'ai suivi d'assez près. C'est vrai qu'il y avait ce que l'on a nous appelé le plan numérique ornais, PNO, dans sa version 1, où nous faisions de la montée en débit au niveau des sous-répartiteurs. C'est-à-dire que la fibre arrivait au niveau d'une commune, et si on n'était pas trop loin du fameux sous-répartiteur qui a été fibré, puisque le reste était encore en réseau cuivre, on pouvait bénéficier du très haut débit. Mais l'inconvénient du réseau cuivre, c'est qu'au plus on s'éloigne du nœud de répartition, au moins le débit est important. Et grosso modo, au-delà de 1 km, on ne bénéficie plus du très haut débit. Ça, c'était la PNO 1. Alors, quand Christophe de Ballor, président du conseil départemental, a pris la présidence, il a commencé à se pencher sur le projet d'accélérer le déploiement du réseau fibre. Et grâce au soutien d'Hervé Morin et de la région Normandie, en fait, on a pu développer une deuxième version de ces PNO, en faisant d'abord deux plaques précisément, pour ceux qui connaissent un peu la géographie ornaise, une plaque à l'Aigle et une plaque à Argentan. Et nous avons poursuivi avec donc 37 millions de la région et décidé de faire du FTTH pour tous les ornais à horizon 2023. C'est-à-dire que la toute dernière prise sera connectable en 2023. Mais les travaux ont commencé et ne s'arrêtent plus, en fait. Ça a été un contrat très important pour les territoires ruraux, puisque, évidemment, lorsque l'on veut fibrer une rue à Caen, les opérateurs se précipitent, parce que dès qu'ils fibrent une rue, ils ont tout de suite un certain nombre d'abonnés qui se raccordent. Dans les territoires ruraux comme l'Orne, l'habitat est plutôt disséminé. On n'a pas de métropole dans l'Orne. Donc, évidemment, les coûts sont d'autant plus importants. Pour juste donner une petite idée, on peut monter jusqu'à 10 000 euros pour une seule prise qui est un peu aux confins de la campagne, c'est-à-dire où j'habite, quoi, un peu, hein, grosso modo. Parce que j'habite quand même vraiment dans la campagne. Donc, voilà, et on a signé un contrat qui est assez formidable, puisque le PDG d'Orange est même venu à cette occasion le signer à Alençon, avec l'Europe, l'État, la région, le conseil départemental et Orange, pour justement concrétiser l'accord qui est pris d'aller jusqu'à l'habitant dans tous les foyers ornais.
C'est quelque chose de majeur pour les territoires ruraux. Dans la petite commune dont j'ai été maire précédemment, j'ai des Parisiens. Alors, une petite commune qui avait été fibrée grâce à l'autoroute, lorsqu'ils ont construit l'autoroute, j'ai des Parisiens qui se sont installés et l'argument, c'était qu'il y avait du haut débit dans ma commune et ils ont pu s'installer pour faire du télétravail. C'était déjà il y a 6 ans. Et donc, on le voit bien avec voilà, les conditions sanitaires d'aujourd'hui où le télétravail s'est beaucoup développé, mais de façon forcée. Mais je crois qu'une part de ce télétravail va continuer à exister. Si l'on veut être un territoire attractif, si l'on veut permettre aux jeunes, aux anciens, aux actifs de pouvoir travailler chez nous tranquillement, sereinement, se soigner, etc., la construction de ce réseau est véritablement fondamentale. Évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je le dis parce que de temps en temps, on me dit « Ah, mais c'est très loin ». Oui, sauf que fibrer complètement tout un département prend du temps. Ça prend du temps, d'autant plus qu'avec les conditions sanitaires, la productivité des équipes est moins forte, évidemment, parce qu'ils ne peuvent pas être à 4 derrière une armoire, il faut qu'ils désinfectent les outils. Enfin, bon, il y a beaucoup de précautions sanitaires à prendre. Et puis, le démarrage a été un petit peu langoureux, simplement parce qu'on manquait, ou les opérateurs, les constructeurs du réseau, manquaient de ressources humaines. Ils cherchent toujours à embaucher. Si vous connaissez des gens qui cherchent un travail et qui acceptent de travailler dans la création de ces infrastructures, n'hésitez pas, les opérateurs cherchent encore du monde. Et quelque chose de très important aussi dans le contrat Ornay, parce qu'en vérité... construire ou installer la fibre, c'est bien, mais c'est comme le tuyau de cuivre que vous avez chez vous. S'il n'y a pas la flotte qui coule dans le tuyau, vous n'avez rien au bout de la fibre. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de prendre des accords avec les opérateurs pour qu'ils alimentent le réseau fibré. Et ça a été la grande force du contrat que nous avons signé avec Orange, puisque Orange avait une obligation d'alimenter absolument toutes les prises qui étaient installées. Alors, depuis, quand même, on a signé et contractualisé avec les autres opérateurs, donc SFR, Free et Bouygues, ont accepté aussi de contractualiser avec nous. Mais en fait, c'est véritablement ça. Tout démarre avec une infrastructure. On a beau installer des tiers-lieux, on a beau installer des choses comme ça. Si ces lieux-là ne sont pas connectés et si les habitants ne peuvent pas avoir un usage convenable avec un débit qui est suffisant pour le travail au quotidien ou pour l'activité au quotidien, en fait, ça ne fonctionne pas. Et la région Normandie et Hervé Morin s'est fortement impliqué et en travaillant avec les conseils départementaux, les 5 qui sont engagés dans la construction de leur réseau, de façon à ce que nous puissions, allez, je vais utiliser un anglicisme, mais il tombe bien dans le numérique, booster la création de ces réseaux fibrés. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour l'Orne et l'engagement mais des conseils départementaux, parce que les 5 le sont tout autant que l'Orne, et l'engagement de la région et de Hervé Morin, de façon à désenclaver les territoires les plus ruraux et permettre que nous connaissions aussi les joies de l'usage du numérique. Je vous remercie, Monsieur Martin, pour ces précisions et nous annoncer la bonne nouvelle que finalement notre région va être mise en réseau, que c'est quand même l'essence du numérique et que c'est très important de commencer par ça. Et justement, la suite est intéressante parce que vous avez parlé d'infrastructure. Et Monsieur Géré, j'aimerais vous demander à vous comment la région ainsi que la ville de Caen vous ont aidé à mettre en place une infrastructure pour le numérique à destination des entrepreneurs. Bonjour à tous. Alors, donc, moi, je suis cofondateur de Mo. Mo, c'est un lieu de 7500 m² qui se trouve à côté de la gare de Caen et qui a vocation à être d'une envergure... Pardon, j'enlève mon masque, ok. Pardon. Donc, voilà, c'est un lieu de 7500 m² qui se trouve à côté de la gare de Caen.
Et ce qui est assez atypique dans ce qu'on a voulu, donc c'est un montage qui est à la fois public et privé. D'abord parce que un lieu de 7500 m², même si les fondamentaux du projet viennent d'un projet privé, c'est très compliqué de le faire sans l'appui des collectivités. Donc on s'est tourné notamment vers la région Normandie et Caen-la-Mer pour nous aider à créer ce lieu. J'aurais bien voulu le payer de ma poche, mais ça aurait été très compliqué. Et donc on a pu créer ce lieu grâce aussi à l'investissement des collectivités qui ont porté la part immobilière. Petite spécificité dans ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a deux angles en fait dans l'approche qu'on a fait pour Moho. Moho, c'est le premier collider en Europe. Un collider, c'est un collisionneur de particules en physique, et on reprend cette image pour expliquer qu'on n'est pas un coworking, on n'est pas un accélérateur de start-up. Nous, on est un collider. Et un collider, c'est un lieu qui mélange en résidence de manière permanente des étudiants qui ont des cours avec leur école, des start-up et des gens qui créent leur boîte, qui démarrent leur activité, qui sont à leur propre compte, mais aussi des salariés de TPE, PME, grands groupes, qui ont besoin aussi de s'extraire parfois de leur quotidien pour réaliser des projets de transformation, notamment des projets d'innovation liés au numérique. Et la spécificité qu'on a imaginé, c'était aussi d'amener toute une dimension philanthropique à ça, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de gens qui sont décrochés par le numérique. Il y a un aspect générationnel, et donc c'est assez important aussi de convier les entreprises parfois à prendre un peu le relais des collectivités qui ne peuvent pas tout porter non plus. Et donc ce montage est atypique puisqu'on a créé une fondation qui s'implique aussi dans le montage de Moho et qui nous a aidé aujourd'hui à générer cet aspect philanthropique à côté de cet investissement des collectivités. Et donc nous, on a une structure privée pour exploiter tout ça afin que ça ne pèse pas sur la finance publique et qu'il y ait un revenu récurrent qui permet justement d'équilibrer l'ensemble. Et c'est ce montage-là qui est assez atypique. Donc la région Normandie s'est beaucoup investie aussi pour nous aider à réaliser ce projet. Ces 7500 m², ils sont constitués de différents postes de travail, d'espaces de créativité, mais aussi de salles de conférence, de salles d'un amphithéâtre par exemple, un terrain de sport. Donc voilà, c'est vraiment un campus nouvelle génération tel que ça a été pensé. On a un gros sujet d'attractivité, donc vous imaginez bien qu'on travaille en proximité aussi avec la région pour ça, parce qu'on a besoin de chasser en meute sur ce sujet-là. Donc on est près de la gare de Caen, et ça c'est aussi une captation assez forte. Et moi je crois beaucoup que la Normandie est dans un avenir très prometteur par rapport à d'autres régions, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens, je pense, qui se posent les questions aujourd'hui de changer de vie. Donc je crois qu'on a une vraie carte à jouer là-dessus. Donc on travaille beaucoup aussi avec Normandie Attractivité. Et puis ce qui est important aussi, c'est de soutenir aussi les investissements de projets de jeunes qu'on a envie de porter dans ce lieu. Donc voilà, on a dédié toute une zone aussi grand public pour inciter la population à prendre aussi sa part de projets aussi, que ce soit du numérique, que ce soit aussi un dernier mot aussi sur la transition climatique. La transition climatique, ça va sans doute être une énorme révolution qui est en train de se faire, et elle ne peut pas se faire sans cette transition numérique. Les deux vont de pair, et les deux peuvent se faciliter l'une l'autre. Je vous remercie, Monsieur Nicolas Géret, pour la présentation de votre projet qui a abouti grâce à la région qui a mis 6 millions d'euros pour vous aider à maintenir le projet. On est très heureux aussi de voir que la région ainsi que des entrepreneurs arrivent à créer des synergies entre des partenaires différents, que ce soit des startups, des plus grosses entreprises ou des étudiants. C'est bien de se re-rencontrer après une année, voire deux, où les gens ont vraiment vécu d'une manière très particulière à cause du coronavirus. J'aurais juste une question avec vous. Est-ce que vous pensez que ces tiers-lieux sont l'avenir un petit peu du management et finalement ces nouvelles façons de travailler que vous êtes en train de proposer ? Alors oui, je pense que les tiers-lieux, c'est une très bonne nouvelle qu'il y en ait beaucoup qui se créent en Normandie, parce que je pense vraiment que c'est le sens de l'histoire. Alors évidemment, j'en fais partie, donc je suis peut-être pas très objectif, mais il y a vraiment il y a pas de concurrence entre guillemets. Plus les villes s'équipent de ce genre de lieux, plus elles se tournent aussi un peu vers l'avenir. Après, c'est pas une panacée et ça suffit pas à tout résoudre, mais c'est quand même des lieux un peu neutres pour les entreprises locales qui sont capables d'intégrer de la population, qui aident les gens qui créent leur boîte aussi assez facilement. Donc ça, c'est un aspect assez important de cette mixité un peu sociale qu'il faut arriver à créer avec ces tiers-lieux. Et puis vous me disiez, je crois que vous aviez une autre partie dans votre question sur l'intérêt des tiers-lieux, qui m'échappe.
Eh bien, sur le management. Oui, tout à fait. Alors nous, on a beaucoup travaillé toutes les expériences utilisateurs, si j'ose dire, de chaque espace. Typiquement pour des entreprises, clairement ces tiers-lieux, ce sont des outils de ce qu'on appelle la marque employeur, hein, c'est-à-dire qui aident au recrutement, qui aident à une certaine transformation, qui aident à capter des talents. Et donc quand vous créez une mixité dans un lieu comme ça et que votre entreprise est présente, ça lui crée forcément des opportunités avec d'autres entreprises présentes, avec des entreprises qui passent aussi sur des événements ou qui sont en résidence. Et bien sûr, sur ces nouvelles générations d'employés, il y a d'autres exigences aussi qui sont très différentes de ma génération à moi, puisque je suis plus tout jeune. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup de demandes chez ces nouvelles générations sur ce que fait une entreprise sur l'inclusion, sur sa notion de la responsabilité, de la sobriété, sur différents sujets comme ça, de sa transformation digitale aussi. Et en réalité, ça se joue aussi dans les lieux. On sous-estime souvent dans les espaces de travail que le confort et la qualité est clé pour améliorer la productivité, capter des talents. Et c'est ce que nous, on a beaucoup travaillé dans nos espaces, que vous ne faites pas la même réunion si c'était une réunion de créativité, où vous pouvez écrire partout, où il vous faut de la modularité, ou si vous êtes dans une réunion pour traiter un sujet difficile, un sujet de crise, un sujet d'un client mécontent par exemple, ou comment on réagit après le Covid quand ça vient de tomber en mars dernier. Forcément, on est dans des grands changements, donc on a besoin de travailler différemment parce qu'on passe du temps dans la salle, donc ce n'est pas le même confort de la salle. Vous avez sans doute de quoi projeter différemment différents ordinateurs, vous avez du Velleda, vous avez pas mal de choses. Et ça, c'est des petits outils que les tiers-lieux développent et qui vous permettent de travailler différemment. Et bien sûr, il y a beaucoup d'études qui démontrent que plus vous sortez un peu de vos habitudes, et il y en a deux principales, deux ingrédients de la potion magique pour être plus créatif, notamment sur le digital. C'est de se mélanger à des gens différents de soi, briser un peu ces silos qu'on a d'habitude pour ne pas rester enfermé dans les mêmes relations professionnelles et pour échanger sur un projet et des gens qui ne connaissent pas votre projet, qui sont extérieurs, des étudiants, des startups vis-à-vis d'un grand groupe, forcément, elles ont une lecture qui est intéressante. Et le deuxième ingrédient, c'est la qualité de la salle. C'est qu'elle soit pensée par rapport à une expérience de travail que vous avez. Et c'est ce qu'on a pas mal développé au MOO, mais que beaucoup de tiers-lieux aussi pensent en amont avant d'ouvrir. Je vous remercie pour ces informations sur les tiers-lieux. Montrer que finalement, tout le monde peut se rencontrer. Et le mot-clé de ces lieux-là, c'est la diversité. Et c'est très intéressant. Et ça permettra à l'avenir de créer de nouvelles idées, de faire émerger de nouvelles idées. Et pourquoi pas de réussir pas à fusionner, c'est pas le mot, mais à mettre ensemble des grandes entreprises ainsi que des plus petites entreprises qui n'ont pas forcément toujours l'opportunité de se rencontrer, qui parfois on dit que la grande mange la petite. Et là, pour le coup, c'est vraiment un autre état d'esprit. Et c'est très intéressant de voir que la région et que vous vous êtes penché sur cette thématique-là pour que ça avance et qu'on avance ensemble. Donc maintenant, je vais vous demander à vous, Jonas Haddad, qui est avocat, spécialisé dans le droit du numérique, avec votre cabinet d'avocat, #avocat. Le numérique change considérablement notre façon de vivre. Alors forcément, il va changer tout l'aspect juridique de notre vie. Est-ce qu'on va avoir un droit numérique qui va complètement régir la vie des citoyens ? Et finalement, on a aussi beaucoup parlé des GAFA pendant cette période de confinement, en parlant d'eux comme des grands gagnants, parce qu'ils ont nos données, ils ont aussi l'opportunité de vendre plus que des petits commerçants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le numérique, c'est la nouvelle société de demain en termes juridiques ? Je vais me mettre debout parce que je commence à avoir mal au dos de la journée. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir organisé donc cet événement. Je suis ravi de partager la scène à la fois avec Laurent, on se connaît depuis des années, et aussi avec Nicolas. Je suis vraiment ravi parce que la réussite que vous avez sur le MOO, c'est exemplaire et ça montre bien le niveau auquel on doit se situer. Quand Hervé Morin a commencé sa campagne la première fois en 2015 pour la Normandie conquérante, ce que j'avais adoré dans son nom, c'est qu'il avait mis le mot conquérant, et ça montre bien qu'en Normandie, si on veut pouvoir réussir un certain nombre de choses, il faut avoir de l'ambition, qui n'est pas un gros mot, que ce soit en capacité de connecter les habitations, mais aussi en capacité de connecter les gens. C'est quelque chose qui est finalement, au départ, peut-être pas intuitif pour les Normands, et que le président a réussi à donner, c'est une forme de fierté et d'ambition. Deuxièmement, concernant ta question sur le numérique, je pense que plus personne ne peut passer à côté.
et que de toute façon, plus personne ne se posait même la question. Tu évoquais le fait qu'en 2017, nous avions créé un collectif qui s'appelait Numérique 2017. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la campagne présidentielle de 2017, je m'étais rendu compte que dans ma propre famille politique, qui est celle de la droite, donc, paradoxalement, les grands candidats avaient totalement oublié ce sujet. Ce qui était vrai. C'est-à-dire qu'ils voyaient ça un petit peu de loin, ils disaient « Ah, c'est sympathique, c'est des jeunes avec des baskets, bon, bah voilà, on fera un déplacement et puis on fera 2 photos avec un ping-pong et puis un petit peu de baby-foot et puis on dira qu'on est très sympa, qu'on est branché sur le numérique. » Et alors qu'en fait, on était en train de vivre un basculement de notre société comme on n'en a pas vécu depuis l'imprimerie, en fait. Hein, parce que ça modifie totalement le rapport à la connaissance, ça modifie le rapport à la société, ça modifie les rapports hiérarchiques également. On voit bien aujourd'hui que la transmission elle ne se fait pas d'une génération plus ancienne à une génération plus jeune. Très souvent, c'est parfois l'inverse, c'est la génération plus jeune qui va apprendre à la génération ancienne à pouvoir maîtriser les outils du numérique. Et par ailleurs, la génération ancienne qui va devoir lui apprendre à avoir le recul par rapport à des outils qui sont utilisés. Donc ça, c'est un premier point sur la modification de notre structure sociale. Deuxième point, c'est aussi le fait que l'économie n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, puisqu'on parlait de 2017 comme d'un tournant, avec ce qu'elle était en 2017. Progressivement, en réalité, l'économie a été remplacée par la capacité, et il y a un bouquin que je vous recommande là-dedans qui s'appelle « Le capitalisme de l'attention », par le temps d'attention qu'on va accorder à quelque chose versus le temps dans lequel on va zapper. Pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, la plupart de nos interactions, et c'était encore plus vrai par rapport au confinement, c'est de passer d'un écran à un autre écran. Vous le voyez, c'était assez criant pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on faisait ? On était sur son écran pour travailler, lorsqu'on pouvait le faire. Puis après, on passait sur son écran pour se divertir. Et puis après, si on voulait faire des courses, on passait sur son écran. Et donc, on passait d'un écran à un écran. Et donc, notre capacité, c'était de capter, en fait, si vous voulez, l'attention. Et c'est ça, c'est la bataille aujourd'hui des sociétés que la société se livre. Quand on est dans un niveau régional, qui est donc le niveau de l'économie, notre rôle au sein de la région, c'est de pouvoir faire en sorte que nos entreprises gagnent cette bataille de l'attention. C'est-à-dire qu'elles sont en capacité de capter à la fois les clients naturellement en Normandie et à la fois sur des clients plus nationaux, puisque l'ambition, c'est d'avoir aussi des clients nationaux et internationaux. Dans la zone dans laquelle je travaille à Rouen, vous avez un certain nombre de start-up qui ne le sont plus, qui ont fait de très très belles levées de fonds. Je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Sagi, qui est un des leaders de la data en France et en Europe, et qui est en capacité de traiter de la donnée, à la fois pour des entreprises et des particuliers, et de faire en sorte que sur la base de cette donnée, vous puissiez également proposer des offres. Deuxièmement, effectivement, et je sais que c'est un projet qui va être développé et qui est cher au président, c'est la cybersécurité. Qui dit opportunité, comme n'importe quelle autre technologie, dit qu'il y a 2 faces d'une même pièce, et donc il y a une phase de risque. Et ce risque, ça fait, et j'avais donné ce chiffre la dernière fois qu'on avait un débat sur la sécurité, qu'en 2 ans, donc de 2019 à 2021, le nombre de cyberattaques a triplé en Normandie, sur les entreprises. Et quand on parle de cyberattaques aujourd'hui, c'est tout aussi violent que si y avait un braqueur qui venait dans votre magasin en train de vous braquer. Parce que si on vous pompe toutes vos données clientèle ou si on vous fait tomber en panne tous vos ordinateurs, eh bien, votre ligne de production ou votre capacité à pouvoir projeter votre produit auprès de vos clients, eh bien, c'est immédiatement zéro. Voilà. Et donc, surtout quand on est dans des phases comme celle d'aujourd'hui, on a des difficultés à avoir par ça. Donc, en fait, la société s'est beaucoup transformée. Le numérique a fait naître des opportunités incroyables, mais fait naître aussi des risques. Il y a la cybersécurité, mais il y a aussi notre dépendance. Tu en parlais tout à l'heure par rapport aux géants du numérique. Oui, on a un risque de dépendance à ce que tu appelais les GAFA, mais on a aussi un risque de dépendance qui n'est pas uniquement vis-à-vis des acteurs américains, c'est en fait vis-à-vis de tous les acteurs mondiaux qui vont capter globalement les données des Français et des Normands pour en faire quelque chose qui est une offre basée sur le numérique. De l'autre côté du Pacifique, enfin, ça dépend de quel côté on le prend, vous avez les acteurs chinois également. Et ça, c'est également un sujet qu'il faut aborder. On les appelle les BATX, donc c'est les équivalents chinois des GAFA, donc avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont déjà en France,
qui ont déjà cette capacité à capter, en fait, si tu veux, un flux de données par rapport à ce qu'ils peuvent représenter et puis qu'ils peuvent capter comme numérique. Et donc, c'est pour ça que nous, si on n'arrive pas à créer des champions européens, parce que là, je parle même au niveau européen, et notamment, j'espère qu'on verra naître des champions européens de ces sujets-là en Normandie, finalement, on sera effectivement dans une sorte de dépendance économique, comme pouvait l'être, j'allais pas dire des pays du tiers-monde, mais quasiment. Parce qu'en fait, à partir du moment où toute l'économie a basculé sur le numérique, si tu n'es pas connecté au numérique, eh bien la valeur de ton pays, immédiatement, elle est dégradée. Alors, on peut avoir une acception qui est très 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 différente, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas pour autant qu'il faut abandonner, j'allais dire, le réel et les atouts que peut avoir notre région, que ce soit l'agriculture, que ce soit le tourisme, que ce soit l'industrie, etc. Mais en fait, c'est juste qu'il faut se servir de tous ces atouts-là et y mettre à l'intérieur le numérique qui est nécessaire. Je vous prends un exemple tout bête sur la production industrielle. Dans l'ancienne Haute-Normandie, donc je parle notamment dans le département que je connais bien de Seine-Maritime, il y a une culture industrielle qui est extrêmement forte. Sauf qu'on voit que progressivement, à la fois sur le port de Rouen, un peu moins, mais dans un certain nombre de zones industrielles, il y a de plus en plus d'industries qui partent. Pourquoi elles partent? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles perdent des marchés, parce que notre compétitivité n'est pas assez forte en raison de normes fiscales ou de normes qui sont trop compliquées par rapport à ce qu'elles ont à subir, mais surtout parce qu'elles n'ont pas modernisé et robotiser leur outil de production. Très souvent, on avait l'habitude de considérer que la robotisation et la modernisation des outils de production étaient potentiellement destructeurs d'emplois. Or, on voit bien dans toutes les études qui ont analysé notamment les gains de compétitivité de l'Allemagne ou du Japon que c'est exactement l'inverse. C'est parce que vous numérisez vos lignes de production que vous pouvez continuer à être compétitif par rapport aux adversaires et donc continuer à vendre votre produit, que potentiellement vous pouvez garder des emplois à l'intérieur de cette partie-là. Et je vous donne un autre exemple en matière d'innovation qui est pour moi vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire, c'est notamment les sujets de voitures autonomes qui sont profondément liés avec le numérique. Grâce au numérique, vous le savez, on va pouvoir demain envisager d'avoir des voitures qui roulent en autonomie, qui vont d'ailleurs encore une fois totalement remodeler notre rapport au travail et à l'espace, parce que si vous voulez, si vous prenez votre voiture le matin et que vous pouvez faire vos visios ou vos calls et que vous pouvez en même temps lire le journal ou alors commencer à travailler, votre journée n'a plus rien à voir. Si en plus les voitures sont propres, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes de navettes comme ça qui permettent aux gens d'aller et venir, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, je me permets, parce que on fait quand même un débat, on fait un peu de politique de temps en temps, quand il y a des partis politiques comme les Verts aujourd'hui qui veulent à tout prix considérer qu'il faut tout piétoniser dans certaines zones, c'est vraiment méconnaître l'avenir de ce que seront les transports. Donc je parlais de cette voiture autonome parce qu'il y a une expérimentation très intéressante à Rouen, donc autour du campus du Madrier que la région a beaucoup aidé, qui permettrait de mettre en place des voitures autonomes qui sont déjà en place, mais qui permettraient demain d'étaler sur la métropole de Rouen des voitures autonomes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau régional. Et demain, si on arrive à faire en sorte que les gens se disent « Ok, par exemple à Toulouse, c'est l'aéronautique, à Rouen, c'est la voiture autonome grâce à la politique du numérique mise en place par la région. Là, bingo, parce que vous faites venir des ingénieurs en data, vous faites venir des gens qui viennent développer, vous faites venir des pôles d'attractivité qui vous permettent de changer. Donc en fait, vous voyez que le numérique finalement, c'est pas simplement le fait de se dire demain on veut le Google normand ou l'Amazon ornais. Il faut aussi mettre du numérique aux endroits dans lesquels on sait que ça marche, et le président le dit souvent. Le président Morin, il dit ça sert à rien d'essayer d'aller sur des choses dans lesquelles on n'est pas bon, vaut mieux accentuer sur nos atouts pour faire en sorte qu'on puisse gagner la bataille du numérique, et je pense que demain, la région Normandie est parfaitement calibrée pour le faire. Pardon. Merci Monsieur Haddad pour cette précision sur l'action de la Normandie, puis aussi sur ce débat sociétal avec l'émergence du numérique. Mais une autre question que je voulais vous demander, c'est la région, comment elle peut faire pour créer une Normandie terre de data? Alors je sais qu'il y a des initiatives qui ont été menées pour relancer des data centers en Normandie. Ces initiatives de data centers, c'est des endroits dans lesquels on a aussi la possibilité d'implanter sur nos territoires
des data centers qui ne sont pas à l'autre bout du monde. Donc vous savez, quand on parle d'économie locale et de circuits courts, ça vaut aussi pour la data, hein, parce que la data, ça fait travailler beaucoup de gens, et puis ça a aussi des impacts sur notre vie. Donc là, la région peut le faire. Deuxièmement, il y a aussi la capacité pour la région de faire en sorte que nos entreprises, puisque c'est sa compétence, de toutes les tailles, puissent récolter cette data. Imaginons demain, je suis à Beuzeville et j'ai une boulangerie, mais la boulangerie, elle se rend compte qu'elle a son compte Facebook, elle a son compte Instagram, et elle a aussi des mails, et elle veut récolter progressivement de la data pour pouvoir faire en sorte de proposer à d'autres boulangeries en Normandie de pouvoir échanger, de pouvoir faire des offres spéciales, de pouvoir s'adresser aux gens, etc. C'est ça aussi, la capacité de la région, c'est d'aller chercher des entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire pour leur proposer de faire cette transition numérique. Je ne suis pas du tout dans la veine de ce qu'on dit habituellement sur le fait que la France soit en retard, etc. Mais force est de constater que sur la transition numérique des entreprises, on a beaucoup de choses à faire et on a une marge de progression qui est très importante pour que nos petites entreprises récolte de la data sur des choses toutes bêtes. Alors évidemment, aujourd'hui, vous en parlez des enjeux juridiques, il y a le RGPD, dont tout le monde a entendu parler. Il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte. Il faut que ce soit vu plutôt comme une protection par rapport aux utilisateurs. Et vous savez, le nombre de fois où il y a des entreprises qui viennent nous voir, là c'est plus en tant qu'experts, et qui nous disent « Ah, bah, le RGPD, ça va m'embêter, etc. » Non, c'est juste une façon d'organiser la circulation de la donnée, de la collecter de façon entre guillemets propre, d'éviter aussi que lorsque quelqu'un est piraté, c'est le cas le RGPD oblige que lorsque vous savez que vous êtes piraté, vous devez le signaler à l'autorité qui s'occupe du RGPD. Ça permet d'éviter que d'un seul coup on soit au courant qu'il y a 15 entreprises dans le même secteur en Normandie, on se rendra compte qu'il y a une attaque qui est coordonnée et qui permet de donner aussi des réponses coordonnées par rapport à ça. Donc il y a à la fois de la prévention et aussi de l'action lorsqu'on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle des breaches, là aussi c'est un mot anglais, dans les sécurités en matière de données. Je vous remercie, Monsieur Haddad, pour nous rassurer sur la cybersécurité et aussi de montrer que finalement on a les armes en cas de problème, parce que la cybersécurité sur le commerce, sur les données personnelles, ça fait peur. Vous aviez dit aussi que le numérique, c'est une question générationnelle. Il y a des générations qui sont moins acclimatées à cette transition numérique et qui ont peur, qui se disent que finalement, on n'est plus trop en sécurité, on est observé de partout. Et c'est vrai que c'est un point qui peut interpeller nos concitoyens. Et d'une certaine façon, la région est aussi là pour rassurer et dire que nous, on a les balles pour tirer au cas où il y aurait eu un problème s'agissant des cyberattaques. Vous parliez du phishing tout à l'heure, qui fiche beaucoup les entreprises et les chefs d'entreprise notamment. Et c'est vrai que laisser ces données sur des outils numériques, ça peut faire peur. Mais il y a quand même quelque chose que vous avez dit qui est intéressant, c'est que vous aviez parlé de la boulangerie du coin, de montrer que finalement, la data, c'est pas juste quelque chose qui reflète une hypermondialisation et qui reflète aussi, on peut utiliser la data et le numérique et finalement je suis à 50 mètres de vous. Je peux vous donner juste un exemple là-dessus. Allez-y. Une entreprise, je suis désolé, je complète un peu, une entreprise des entreprises très intéressantes, parce qu'il n'y en a pas une seule qui le fait, c'est par exemple des entreprises qui sont anti-gaspillage. Vous voyez, par exemple, on parlait des aspirations des nouvelles générations. Il y a des applications qui existent maintenant grâce au numérique. En fait, je reprends mon exemple de la boulangerie. Je suis à Beuzeville, j'ai produit 200 croissants. Et il se trouve que finalement, j'en ai vendu que 150. Je ne sais pas ce que je vais faire des 50 croissants qui restent le soir. Je ne vais pas les vendre le lendemain de toute façon. Et donc, avec certaines applications, grâce au numérique, en fait, la boulangerie rentre dans l'application en disant « il me reste 50 croissants » et l'application il n'y a pas de push, mais c'est-à-dire que va mettre à disposition et va dire tout autour, dans un rayon, il reste 50 croissants, on fait moins 60% sur les croissants, et du coup, il y a plein de gens qui vont pouvoir, que ce soit des gens qui n'ont pas forcément les moyens, des étudiants ou simplement des gens qui avaient envie d'y aller, ils vont avoir moins 60% sur les croissants. Donc on n'a pas jeté les croissants, on s'est servi de la donnée pour faire en sorte que les personnes qui sont sur l'application puissent avoir un prix moins cher, et tout le monde est content de cette façon-là. Donc en fait, ça peut être aussi très local, le numérique. Pour le coup, si je peux me permettre, non, parce qu'un autre exemple du même genre, c'est que j'ai un restaurant à côté de chez moi
qui fait ça. Il prépare ses plateaux à emporter, mais il ne sait jamais trop combien il va avoir de gens qui vont emporter les plateaux. Et donc, à la fin du service du midi, il envoie un post, alors il le fait sur Facebook, il le fait de façon le plus simple possible pour lui, en disant, bah voilà, repas anti-gaspi, il me reste tant de plateaux de chat, tant de plateaux de ça, tant de plateaux de ça. Lui, ça lui évite la perte. Donc ça évite le gaspillage, ça peut aider les gens qui veulent manger quand même un plateau de restaurant à un moins cher, puisqu'ils les payent moins cher, et ça fonctionne très très bien. Ouais. Et ça fonctionne très très bien. Sur la transition numérique des petits commerçants, artisans, par rapport aux grandes entreprises, la région a mis en place une politique impulsion transition numérique, de façon à être facilitateur dans la transformation de l'outil traditionnel du commerçant ou de l'artisan, de façon à ce qu'il puisse, il a une subvention à l'investissement pour que justement il utilise ces nouveaux outils du numérique qui sont facilitateurs pour son quotidien. Donc ça, on le fait. Et le data center régional, il existe. Ouais, absolument, il existe. Merci Laurent Martin pour cette précision qui rejoint les remarques et la réflexion de Jonas Haddad. Ce que vous avez dit est très intéressant, c'est-à-dire que le commerce de proximité avec le numérique, c'est tout à fait possible et que finalement, on n'est pas obligé d'être à Tokyo et à Beuzeville en même temps pour utiliser le numérique et l'exploiter à 100%. Mais ma question, et surtout là où je voudrais avoir un avis, c'est celui de Nicolas Géret, parce que vous avez fait un endroit où finalement les gens se rencontrent, tout en utilisant le numérique, ce qui est d'autant plus intéressant parce que tout de suite, quand vous me donniez vos exemples, on avait plus l'impression qu'on était sur du 100% numérique. Et est-ce que finalement vous, Nicolas Géret, dans votre réflexion, vous vous êtes pas dit avec la région, on fait du numérique sans casser le lien social qu'il peut y avoir entre les Normands? Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. L'exemple pouvait laisser entendre ça, mais c'est pas... Évidemment, l'interaction humaine, elle est très importante, et une boulangerie, elle a de l'interaction humaine. Donc, je ne sais pas si ça avait été compris comme ça, mais je peux faire une analogie, à la limite, pour répondre à la question. Moi, j'ai 3 enfants. J'en ai un qui fait beaucoup d'écran, j'en ai un qui lit beaucoup. Celui qui fait beaucoup d'écran, je combats un peu, comme beaucoup de parents, le temps qu'il passe sur les écrans en lui disant j'aimerais bien que tu fasses un peu plus de sport. Donc voilà, qui varie, qu'il ait un peu de variable dans ses occupations. Mais celui qui lit beaucoup, il est beaucoup dans sa chambre aussi. Donc j'ai quasiment le même combat alors que c'est pas la même chose. Alors que tout le monde me dirait c'est génial, t'as un fils qui lit, tout le monde me dit ça, mais il a aussi besoin d'interaction. Et c'est la même chose un petit peu dans cet exemple-là. Il faut une mixité entre l'outil qui permet des choses, et ça n'empêche pas d'aller faire vivre ces commerces de proximité et d'aller en vélo à côté à la boulangerie acheter son pain, et l'un n'empêche pas l'autre. Si je peux me permettre, oui. Juste rajouter que les tiers-lieux sont aussi des espaces de vie, des lieux de relations sociales. Alors, pardon Nicolas, je vais parler d'un autre que le mot, mais El Capitaine par exemple, qui est géré de façon associative, où les gens peuvent même dormir dans le lieu. C'est une maison qui a été équipée, où ils peuvent faire du coworking, c'est moi qui l'ai labellisé le tiers-lieu, donc je l'avais trouvé assez fantastique comme expérience. Et il ne faut quand même pas oublier que l'entreprise est un lieu de relations sociales. Donc on ne peut pas non plus considérer que tous les salariés pourraient faire que du télétravail et ne jamais se retrouver ensemble. Alors il y a ces lieux sont un peu intermédiaires où on peut retrouver des collègues ou d'autres salariés, d'autres entreprises pour faire des échanges. Mais je trouve assez intéressant le fait que, en dépit du fait que nous fassions du télétravail, on est quand même dans une forme de relation sociale. Je crois qu'il ne faut pas perdre ça, parce que la créativité, le dynamisme, l'enthousiasme au travail, il est aussi dans la relation que l'on peut trouver, que ce soit des collègues directs ou des collaborateurs ou d'autres personnes. Et c'est en cela que le tiers-lieu est intéressant. Parce qu'il donne l'occasion de vivre quelque chose qui n'est pas simplement avoir un ordinateur connecté dans sa cuisine ou dans son bureau avec le chien qui braille et les gamins qui aboient. Très clairement. Et j'allais ajouter, c'est très vrai ce que vous dites, et c'est l'intérêt aussi des nombreux tiers-lieux qu'il y a dans la région Normandie. C'est ça, c'est qu'en fait, vous ne faites pas des outils s'ils ne sont pas utilisés. Et pour qu'ils soient utilisés, vous avez besoin de comprendre l'usage
l'expérience utilisateur qu'il y a derrière. Et donc, il faut être connecté à la vraie vie pour comprendre ça, parce que ça passe par des tests. C'est pas un coup de baguette magique, on a une idée, on la met en application, et ça, parce que ça marche rarement, 9 fois sur 10, ça plante. En fait, ça marche que si ça résout le problème de quelqu'un. Et donc, toutes ces créations aussi d'outils numériques, ils sont intimement liés à l'usage dans la vraie vie. Donc ça, évidemment, les tiers-lieux, à travers ce mélange aussi de population, ils permettent une diversité d'avis, une diversité d'utilisateurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on construit une solution, d'où l'intérêt pour des entreprises parfois de sortir de leur mur pour vivre ça. Nicolas Géret, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous aviez parlé de la problématique, la première problématique d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise, c'est de répondre à un besoin. Et vous, je suppose que vous avez fait une étude, je ne sais pas si étude de marché est le mot approprié, mais vous avez fait une étude pour voir quel est l'environnement que vous alliez explorer, quelles sont les opportunités, les menaces, les risques. Et finalement, justement, ce besoin au sein des Normands pour le numérique, pour faire un grand projet comme le vôtre, pour le mettre en place, ça voudrait dire que vous avez décelé chez les Normands une demande particulière pour mettre en place ce genre d'endroit. Oui, alors, encore une fois, nous, il y a deux angles. Hein. Il y a la partie entreprise et la partie grand public. La partie grand public, on a décidé de la traiter par la philanthropie pour aussi aider ceux qui sont un peu plus décrochés. Et puis, la partie entreprise, encore une fois, souvent, les entreprises, mais nous y compris, on est toujours un peu en silo. Et nous, notre idée, c'était de briser les silos parce qu'on n'a pas assez de diversité quand on porte des projets. Et c'est assez difficile parce qu'on est pris dans le quotidien aussi du feu de l'action d'une entreprise. On a des rendez-vous, on termine tard. Voilà, donc c'est compliqué. Et nous, on s'est dit, un des moyens de résoudre ce problème, c'est de vivre ensemble au même endroit, et que ce soit des postes de travail. Et quand vous travaillez à un endroit où il y a des étudiants, des startups, des freelances, donc des gens à leur compte, ou des artistes, vous décloisonnez les mondes. Et si vous êtes une entreprise de l'agriculture et que vous avez une idée d'innovation et que vous demandez l'avis d'un étudiant, d'un artiste, de quelqu'un qui est dans la banque, de quelqu'un qui est dans la culture ou qui est dans la papeterie, pour parler des gens que nous on fréquente, forcément vous avez des avis qui sont assez intéressants parce qu'ils ne connaissent pas votre marché, donc c'est souvent des retours utiles par rapport à l'utilisation finale que vous pourriez faire. Et ça, c'est assez riche. Bien, merci beaucoup pour cette intervention, Nicolas Géret, parce que finalement, vous avez montré que, ça laisse sous-entendre que finalement, la transition numérique, elle est bien prise en compte, en effet, avec le mot, mais que la solution, elle est quand même assez hybride, et la transition n'est pas brutale. C'est-à-dire qu'on ne passe pas du tout numérique à un moment où on était quasiment que en présentiel. Et le confinement et le Covid a un petit peu accéléré cet état d'esprit. Et c'est vrai qu'au moins, les Normands pourront voir que les choses se font de manière tranquille, que le changement, c'est pas radical, il est toujours permanent, mais il est quand même assez soft, si je peux encore une fois utiliser un anglicisme. Donc voilà. Et oui, allez-y. Peut-être à vos auditeurs 3 ingrédients aussi sur ce type de réflexion. C'est le premier, quand on veut se transformer, déjà ça prend du temps. C'est sûr qu'on ne fait pas les choses en une fois. Et le premier ingrédient, c'est déjà de confronter ses idées, donc de s'enrichir un peu du regard extérieur. Le deuxième, c'est de tester et de ne pas avoir peur de faire des erreurs, parce qu'en fait, les erreurs enrichissent aussi la solution, et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, il y a une sorte d'inconfort des fois qu'il faut lâcher quand on porte un projet aussi, de se tromper, parce que de ces erreurs, on apprend. Et le troisième ingrédient, c'est évidemment ce mélange qu'on prône et qui permet aussi de l'inspiration. On ne peut pas se transformer sans s'inspirer un peu et se former. Donc voilà, c'est un peu les 3 ingrédients que je donnerais à vos auditeurs. Et le réseau d'une quarantaine de tiers-lieux en Normandie est assez riche pour ça, et c'est vraiment une chance qu'on puisse avoir ce réseau. Allez-y. Si vous... Je rebondis un peu sur tes propos, Thibault, pour dire que en fait, le numérique, c'est véritablement un changement soft, comme tu as dit, mais c'est tout un écosystème, en fait, qu'il faut que nous mettions en place et que nous facilitions. Il y a effectivement l'infrastructure fibre, j'en ai parlé, mais ce que Jonas a dit, la cybersécurité, le soutien à tous les acteurs économiques, les tiers-lieux, les lieux de vie, ça touche absolument tout. Et donc, si on a l'impression que c'est un changement soft, en vérité,
c'est un changement un peu plus brutal que ça, quand même, que nous avons lancé en arrivant à la région, parce que on voulait absolument passer rapidement dans la nouvelle ère du numérique. Et donc, soft peut-être, mais quand même rapide. Tu vois, il n'est pas brutal, mais pas soft non plus. Rapide, parce que tout cet écosystème à mettre en place, c'est beaucoup d'acteurs qui interviennent, c'est aussi beaucoup de millions qu'il faut mobiliser pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que tout cela fonctionne bien et que finalement, parce qu'on parle de tout ça, d'infrastructure, etc., mais il y a aussi tous les usages. Tu l'as souligné, Thibault, c'est vrai que c'est un peu... il y a certaines générations, mais finalement pas que les anciens qui sont un peu perturbés avec le numérique, parce qu'on se rend compte aussi que les jeunes, alors ils savent très bien zapper, liker, partager voilà, sur Facebook, TikTok, Insta et tout ça. En revanche, dès qu'il faut commencer à remplir un formulaire sur informatique, c'est peut-être plus compliqué. Donc, il y a aussi l'apprentissage à l'usage qui est important. Et donc, si structurellement, on est fortement engagé, et Hervé Morin y tient beaucoup, à ce qu'on passe dans cette nouvelle ère du numérique, il faut aussi beaucoup travailler avec les structures locales sur l'apprentissage de l'usage. Justement, merci Laurent Martin d'accentuer notre vision sur l'usage, parce que justement aujourd'hui, avec la vaccination, avec le testé, isolé, tracé, qui était une des stratégies pour lutter contre le Covid, il y a quelque chose qui s'est largement développé avec un acteur, une entreprise très puissante, Doctolib. Et est-ce que l'avenir pour vous, Jonas Haddad, c'est quand même là un peu la télémédecine et tout va se passer sur les réseaux, sur toutes ces plateformes numériques, avec des données confidentielles, parce que ça a été pratique, il faut le dire, pendant le Covid. Très intéressante question. Il y a 4 jours, Le Monde, journal de référence s'il en est, fait sa couverture, première page, et il met Doctolib, la crainte d'un monopole. C'est-à-dire qu'on a réussi à créer une entreprise en France qui est en capacité, en France et en Europe d'ailleurs, parce que le Doctolib, maintenant c'est au niveau européen, à faciliter, à fluidifier, à faire en sorte qu'entre les médecins, l'utilisateur, l'État, on arrive à quelque chose qui soit bien fait. Et il y a certains qui ont encore des lunettes d'il y a 40, 50 ans qui consistent à dire que comme c'est un acteur privé, c'est quelque chose qui doit être combattu. Et c'est très intéressant comme question parce que ça veut dire que finalement, si notre société ne s'adapte pas à ce basculement, on sera totalement décroché. Je vais vous donner un deuxième exemple par rapport à ce que tu disais sur la télémédecine et sur la santé en général. La 5G. Un certain nombre d'élus verts, pendant les élections municipales, étaient fortement opposés à la 5G. Vous leur demandiez leurs raisons, ils avaient du mal un peu à l'expliquer, si ce n'est parfois des thèses semi-complotistes. Mais quand vous les interrogiez sur l'impact de la santé sur la 5G, là, ils étaient un petit peu plus secs. Vous voyez, par exemple, naturellement, les cabines de téléconsultation, quand il y a un désert médical et que de toute façon, il n'y a plus de médecins qui veulent s'installer, je suis désolé, on peut faire parfois toutes les politiques publiques qu'on peut faire, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez être opéré par un chirurgien de premier ordre, mais que vous n'avez pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre et que vous pouvez plutôt passer par quelque chose qui se fait par exemple, des robots qui sont à distance pour une intervention très précise, etc., il faut de la 5G. Troisième point, à Rouen, il y a un Medical Training Center unique en Europe en tant que tel, qui a permis de faire des progrès incroyables, notamment sur la chirurgie cardiaque, avec des gens qui sont distingués au niveau mondial. Vous n'avez pas de 5G, vous ne pouvez pas faire ça. Et donc en fait, c'est toute notre capacité à accepter ce que c'est que le progrès et renouer avec cette vision positive du progrès. Et d'ailleurs, c'est très curieux, par un retournement assez incroyable, ceux qu'on taxait de conservateurs sont en fait ceux qui sont le plus favorables au progrès aujourd'hui. Et moi, j'en suis parfaitement fier. C'est-à-dire, en gros, de se dire qu'il faut essayer de projeter la Normandie à la fois vers ce qu'elle a
de traditionnel parce que c'est ça qu'on a à offrir au monde, mais aussi la projeter vers le futur. Alors qu'il y a plein de gens qui veulent nous bloquer. Je vous prends un autre exemple et j'en terminerai par là, notamment sur la métropole rouennaise. Il y a un vrai débat sur Amazon, sur l'impact que ça peut avoir sur les commerces, notamment les commerces de proximité. Et parfois, je suis même un partisan du débat sur la régulation d'Amazon. Je ne dis pas le contraire. Simplement, vous imaginez bien que sur la métropole de Rouen, vous pouvez faire ce que vous voulez, Amazon, ça marchera. Enfin, je veux dire, il y aura bien des gens qui se feront livrer sur Amazon. Il y avait une question de savoir où est-ce qu'on mettait l'entrepôt logistique d'Amazon. Eh bien, au final, par une posture très idéologique, la métropole socialiste s'est vue tordre le bras par les Verts et a décidé de changer l'emplacement et de demander que l'entrepôt logistique d'Amazon ne soit pas situé dans la métropole. Qu'est-ce que ça changeait? Rien. Amazon s'est mis 10 minutes plus loin et va se mettre 10 minutes plus loin. Mais en attendant, on a perdu les emplois qui étaient liés à ce que pouvait apporter Amazon. Et donc en fait, encore une fois, on a une forme de glaciation, de refus du progrès qui est assez inquiétante et contre laquelle nous devons lutter. Merci Monsieur Haddad pour ce rebondissement sur Doctolib, parce que la télémédecine est aujourd'hui quand même très présente dans la vie, ne serait-ce que pour prendre les rendez-vous pour les vaccins. Mais finalement, tout à l'heure on a parlé de la cybersécurité et on a dit que la région Normandie avait l'envie de faire en sorte que, en termes de cybersécurité, nous soyons solides. Peut-être parce que justement, le refus du progrès, c'est pas un refus, c'est plus une peur. Et la Normandie est là pour dire, une collectivité et un acteur public sera toujours là à vos côtés face à, c'est pas les gentils et les méchants d'un côté, mais c'est plutôt qu'il y ait des craintes, une défiance. Finalement, la région est peut-être là aussi pour dire, l'acteur public sera derrière vous, l'acteur public répondra à vos questions et l'acteur public vous protégera. Et c'est ce que fait la Normandie, c'est quand même une réponse à cette défiance vis-à-vis de certains acteurs privés qui parfois peuvent se permettre quelques petits excès. Oui, mais soit on prend le progrès et on traite les faces négatives qu'il peut avoir, soit on le refuse. Je prends notre exemple, le Minitel. C'était formidable le Minitel, on était très fiers du Minitel, sauf qu'à un moment, on a dit à un certain nombre de hauts fonctionnaires français, on leur a dit, bon, il y a un nouveau truc qui arrive, là, ça s'appelle Internet. Et je suis allé rechercher récemment les interviews, je crois en 95 ou 94, un certain nombre de hauts fonctionnaires. Il y avait eu même un rapport parlementaire sur Internet. Mais oui, une technologie qui ne fonctionnera jamais, etc. Et bien évidemment qu'Internet, il y a des risques. Mais qui aujourd'hui pense qu'on se passerait d'Internet? Je vais même plus loin. Il y a eu 2 grandes manifestations qui sont symboliques de cette vague anti-progrès qu'il peut avoir. Première grande manifestation, c'est vous savez, les cochers parisiens lorsqu'ils ont vu arriver les voitures. Ils ont arrêté ils ont fait des grèves des chevaux qui étaient à Paris. Est-ce que ça a empêché la voiture d'arriver? Ça n'a pas empêché la voiture d'arriver. Pareil de Gutenberg. C'était d'ailleurs les moines copistes français qui sont allés voir le pape en disant Gutenberg, qui est en Allemagne, va nous faire disparaître notre boulot. Bah oui, les moines copistes, ça n'existe plus, ça c'est sûr. Mais en attendant, bien évidemment que Gutenberg, avec son imprimerie et son impression, a fait naître des réformes sociétales. Donc bien sûr qu'il y a un risque. Et les réformes sociétales, elles ne vont pas toujours dans le bon sens. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une technologie ou un progrès qui a un risque qu'il faut la refuser. Parce que sinon, c'est ceux qui adoptent le progrès qui imposent leur conception du progrès. Regardez ce que font les Chinois, par exemple, aujourd'hui, notamment sur le séquençage des ADN, ou alors sur leur capacité à considérer que tous les sujets de données personnelles ou de vie privée, ils n'en ont rien à faire. Si demain, c'est la conception américaine ou chinoise qui s'impose, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et donc, en fait, nous, on a à prendre le progrès, on a à accaparer la technologie et à y mettre notre vision humaniste, protectrice des libertés individuelles, avec le respect de l'homme. Et c'est ça, la vérité. Parce que si on refuse les progrès en permanence, on n'arrivera pas à les traiter. Je vous remercie, Jonas Haddad, pour cette mise au point sur le progrès qui parfois inquiète et puis parfois crée une certaine défiance. Et il y en a complètement qui le réfutent. Parce que c'est générationnel, parce que c'est difficile de créer de la confiance. La région Normandie, elle est là. Et avec Laurent Martin et Nicolas Géré, on a bien vu finalement que la région,
elle va créer du numérique, donc créer du progrès, mais elle va aussi l'accompagner, quand même, et surtout l'accompagner. Et de ce fait, l'améliorer, parce que comme vous disiez Nicolas Géret, on peut créer une idée, mais finalement l'idée dans 2 ans, 3 ans ne peut ne plus être valable. Et c'est vrai que si on a la région derrière nous, peut-être qu'on va réussir à faire en sorte que nos projets restent immuables dans le temps. Donc si vous avez, nous n'avons pas d'autres questions, nous allons conclure. Je sais que ça peut être un peu... Est-ce qu'il y a des questions des téléspectateurs ou pas? Non. Sinon, on le fait pas. Hein. Il y en a. Allons-y. Oui, nous avons des questions des téléspectateurs, notamment Eric Herbet qui posait la question liée à la télémédecine. On a également Linda Lal qui intervient sur le sujet de l'économie sociale et solidaire et notamment sur l'accès aux tiers-lieux. Nous avons l'un des téléspectateurs qui nous demande « Mais tout le monde n'a pas accès aux tiers-lieux. Comment renforcer justement cette possibilité et y accéder ?» Alors, je suis désolé, c'est un peu auto-centré sur Meaux, forcément, parce que c'est ce que je connais le mieux dans les tiers-lieux. Alors, nous, pour le coup, l'espace fait 7500 m² et on a dédié 1500 m² dans ces 7500, totalement gratuits et ouverts à la société civile. Il y a notamment des espaces pour travailler gratuitement, avec une connexion Internet. Bien sûr, il y a de la restauration, parce que ça va de pair en général aussi pour l'animation d'une zone publique. Il y a un espace enfant et il y a un espace dédié à tout ce qui est intérêt général pour accueillir en résidence de l'intérêt général, des actions d'intérêt général, que ce soit des formations ou des ateliers, et qui est animé par la Fondation, qui potentiellement peut amener des financements d'ailleurs sur certaines actions. Et là, c'est pour tous les sujets d'inclusion. Donc on a 1500 m², donc il y a des tiers-lieux qui sont accessibles gratuitement. Justement, c'est Christophe Gardino qui nous posait cette question et qui complète de la manière suivante, qui nous dit tout simplement, donc par contre, tous les tiers-lieux ne sont pas accessibles, c'est sa première partie, et qui nous dit ensuite, c'est là que la transition numérique ne se donne pas les moyens en allant trop lentement dans le déploiement. Et il précise, je cite, cela fait 10 ans que l'on est dessus. Alors peut-être, Laurent, Jonas, comment augmenter, renforcer cette accessibilité et ce déploiement ? Il y a un rapport, Patrick Lévivets, qui devait être là ce soir, le président de l'association France Tiers-Lieux, il s'excuse de ne pas être là, mais on a échangé là, ce week-end et il me disait que c'est un triplement des tiers-lieux en 4 ans en France. C'est énorme. Et en Normandie, on est... alors, je ne veux pas donner d'exclusivité parce qu'il y a un rapport qui va être remis au Premier ministre dans 2 semaines, mais je peux vous assurer qu'on est très bien classé en Normandie. Après... évidemment, tous les endroits ne pourront pas avoir leur tiers-lieu et c'est pas l'alpha et l'oméga. L'idée, c'est de pouvoir dire notamment que dans les zones dans lesquelles il y a des gares, dans les zones dans lesquelles on n'est pas très loin parce que vous voulez faire un peu de télétravail et que vous faites, par exemple, du temps dans la métropole dans lequel vous travaillez, et puis après vous faites le vendredi ou le lundi, vous restez dans votre territoire plutôt initial. Là, il faut qu'il puisse y en avoir. Mais en termes d'offres, pour le coup, moi je trouve que même les entrepreneurs et le secteur privé a vraiment pris le taureau par les cornes. J'allais dire, alors moi je fais pas de politique, donc je réponds vraiment avec une réflexion de citoyen. Hein, donc, moi ce que je vois aussi des tiers-lieux, c'est qu'il faut des porteurs de projets, il faut des lieux et il faut des financements. Et le modèle économique d'un tiers-lieu, il n'est pas très facile à équilibrer parce qu'il faut arriver à avoir un petit peu de surface pour rentabiliser un tiers-lieu. Donc c'est pas simple et c'est des projets qui sont assez complexes. Juste pour donner un petit chiffre, on a mis 7 ans. On a commencé le projet en 2014 avec mon associé et on ouvre là, maintenant. Donc on a mis 7 ans pour sortir ce projet. Donc c'est faramineux, c'est des hauts et des bas, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissements personnels et c'est heureusement beaucoup de soutien des collectivités pour porter l'immobilier, comme je le disais. Donc pour ce qui nous concerne, la région 6 millions et quand la mer 12 millions qui ont travaillé communément. Et s'il n'y a pas aussi, en ce qui nous concerne, s'il n'y a pas aussi cette implication des entreprises locales qui ont envie de voir naître un lieu comme ça aussi, je ne suis pas sûr qu'on y arrive si on y va tout seul. Donc en fait, c'est normal que ça prenne un peu de temps, mais qu'il y ait 40 tiers-lieux aujourd'hui en Normandie, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle à mon avis. Je vous remercie pour avoir précisé l'émergence des tiers-lieux. C'est vrai que c'est une très très bonne nouvelle si ça
pousse, je ne sais pas si c'est le mot, mais si ça émerge, parce que 40 tiers-lieux sur une région, ça permet d'en avoir un peu partout dans la région, et pas juste un monopole à un endroit de la région. Donc tout le monde y aura accès, et de ce fait, tout le monde pourra entreprendre à n'importe quel endroit de la région, parce que c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont plus proches de Paris, et donc un peu moins avantagés que d'autres, qui sont plus loin que Paris. Donc je voulais demander, est-ce qu'il y a d'autres questions ? En plus des tiers-lieux, on peut rajouter les espaces publics numériques aussi. Hein. Oui, Les EPL, hein. ce que je peux dire aussi, Parce que si ça peut rassurer tout le monde, c'est que moi, ça fait 3 ou 4 fois depuis janvier que je suis appelé par des villes parisiennes qui veulent se renseigner sur ce qu'on fait et sur la manière dont on a monté les choses et d'ailleurs comment se sont impliquées les collectivités publiques. Donc des grosses villes parisiennes, hein, de banlieues parisiennes. Donc ça, c'est quand même signe qu'on a peut-être en Normandie un petit temps d'avance. C'est pas seulement Meaux, hein, c'est sur l'ensemble des tiers-lieux. Je me dis que si on est appelé et que les gens ont envie de se déplacer pour venir voir, je tairai le nom des villes, mais c'est quand même des très grosses villes. Et je me suis assez étonné que... Alors eux souffrent peut-être aussi d'une trop grosse métropole parisienne qui capte un peu tous ces tiers-lieux. Et voilà, en Normandie, 40 tiers-lieux répartis sur tout le territoire. Voilà, ça a été aussi fait dans de bonnes proportions. Tu dois les connaître, Now Coworking, Bien sûr. qui ont fait Rouen et qui maintenant ont fait Lille, sont à Lyon, Marseille, ouais. Lyon. Et voilà, et donc en fait, ce sont des Normands conquérants, quoi. Oui, Tu vois, tout à fait. Ouais, aussi, voilà. Voilà. Donc c'est passionnant ce sujet, il est long, il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'on n'a pas tout vu, mais la région a fait beaucoup, fera beaucoup. Et est-ce que Laurent Martingue, vous avez quelques petites précisions sur ce qui va être fait pour la suite, pour le numérique, ou c'est encore dans la continuité de ce qui a été déjà fait, j'imagine? Alors, évidemment que c'est dans la continuité, parce que tout ne peut pas être fait, en 3, 4 ou 5 ans. Comme je le disais tout à l'heure, c'est véritablement l'écosystème qui est en place. Mais très sincèrement, on a déjà beaucoup avancé sur l'investissement qui a été fait et le soutien mais comme disait Nicolas, c'est les porteurs de projets, à tous les porteurs de projets. On s'intéresse absolument à tout le monde sur ce sujet du numérique. Et je crois que alors la cybersécurité, qui est un sujet extrêmement préoccupant, et Jonas l'a souligné dans ses propos au début, ça c'était véritablement un sujet que jusqu'alors on n'avait pas encore véritablement adressé, ou en tout cas priorisé dans les actions régionales sur le sujet du numérique, comme ce que l'on a lancé avec l'infrastructure, avec les infrastructures, alors fibre, tiers-lieux, espace public numérique, etc. Tout ça avance. Les data centers ont été faits. Beaucoup de travail aussi avec les universités. Énormément de travail avec les universités pour justement mettre en place cette ossature et ce partage des connaissances et des informations qui est là aussi fondamental. Donc il y a beaucoup de choses encore à finaliser, quelques sujets à adresser complémentaires, et la sécurité en est un, qu'elle soit cyber ou pas d'ailleurs, la sécurité en est un. Mais tu l'as dit, c'est un sujet, on ne peut pas se permettre de dire, bon ben voilà, c'est fait, et puis point. En fait, le sujet du numérique, c'est fait, et on continue à mettre à jour tout le temps, on continue à s'adapter tout le temps, on continue à essayer de performer encore mieux. Ça, c'est vraiment le numérique, il engage au quotidien et il engage au long cours. On est obligé de rester toujours, alors pardon pour l'anglicisme, mais up to date. Voilà. Je vous remercie, Laurent Martingue, pour ce bilan de la région et puis de l'état d'esprit dans lequel est la région. Donc, je suis aussi très ravi d'avoir échangé avec trois intervenants qui ont des points de vue ou des connaissances spécifiques sur le sujet, notamment vous, Jonas Haddad, parce que vous êtes avocat, donc vous aviez cette casquette de juriste et de professionnel du droit qui peut savoir et qui peut à peu près prévenir le changement, au moins juridique, sinon sociétal, du numérique dans notre région. Je vous remercie, Nicolas Géré, cofondateur du MO, de nous avoir montré cette expérience et de nous avoir donné ce témoignage d'entrepreneurs innovants avec un endroit que je vous encourage à aller voir.
parce que ça permet d'entreprendre et ça permet de gagner en compétences. Donc je vous remercie. Merci à vous. Et vous, Laurent Martingue, je rappelle, conseiller régional et élu dans le département de l'Orne. En tant qu'élu, on est aussi très ravis de voir ce que les élus et ce que les hommes politiques pensent du numérique. Il y en a certains qui sont fermés, et puis il y en a d'autres comme vous qui sont très ouverts à la thématique, qui engagent beaucoup de changements. Donc nous vous remercions de nous avoir encore une fois suivis ce soir sur un thème hautement important, le numérique. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.